Bonjour Monsieur Ali Akbar Onanga Yobege, bienvenue sur ce plateau. Vous avez été pendant de nombreuses années un haut commis de l'État gabonais. Vous avez occupé des postes au sein de la présidence de la République en tant que secrétaire général adjoint. Oui. Vous avez été ministre et vous avez occupé de nombreux autres postes. Et vous avez été également présent au sein de la communauté musulmane du Gabon, euh, auprès de qui vous avez occupé l'un des plus hauts postes. Merci encore une fois. Euh, nous allons comme ça aller vers un exercice qui tend à vous poser une série de questions afin de savoir quel est votre point de vue concernant certains mots qui minent notre pays, tant dans le passé qu'aujourd'hui. Merci, Monsieur Rokula, de m'avoir invité à cet échange pour lequel je suis très enthousiaste et prêt, en effet, à discuter avec vous pour apporter ma contribution dans Mm. l'éclairage de nos compatriotes sur la situation de notre pays hier et aujourd'hui. Et comme vous venez de le rappeler, en effet, j'ai été par le passé un haut responsable de notre pays. Pour emboîter votre pas dans la présentation, en effet été secrétaire général adjoint à la présidence de la République. Ensuite, j'ai été secrétaire général du gouvernement. Mm. Et après, j'ai été ministre de la fonction publique et éphémère ministre de l'Agriculture en 2019, avant ma sortie du gouvernement. En 2014, vous lanciez On ne fait pas du neuf avec du vieux. Avec le recul, comment analysez-vous cette déclaration aujourd'hui? Était-ce un aveu de l'épuisement du système Bongo dont vous étiez pourtant un des piliers ou une tentative désespérée de le réformer de l'intérieur? Je vous remercie de me poser cette question parce que c'est vrai qu'elle fait partie des grandes incompréhensions à ce stade de ma vie auxquelles j'ai eu à faire face. La vérité, c'est que cet épisode a lieu en 2014 dans la province du Haut-Ogooué à l'occasion d'un discours que j'ai tenu. Et Dieu merci pour moi jusqu'à aujourd'hui, les preuves existent, notamment sur Internet. Cette phrase a été sortie de son contexte par mes adversaires, simplement comme une cabale politique. La vérité, c'est que ce jour-là, en effet, j'expliquais, j'ai dit qu'on ne faisait pas du neuf avec du vieux, et cela a été interprété par mes contradicteurs comme étant en tout cas que je rentrais dans le conflit intergénérationnel qui, à ce moment-là, était en vogue parce que, rappelez-vous, à ce moment, il était fait reproche au président Ali Bongo Ndimba de faire la chasse aux aînés. Et donc, il y avait ce conflit intergénérationnel pendant. Et donc, mes adversaires politiques ont récupéré cette phrase, la traduisant comme l'expression de la volonté de raviver ce conflit intergénérationnel. Alors que ce que je disais ce jour-là, c'est à peu près similaire à ce que nous vivons aujourd'hui. Et vous avez, dans votre question, demandé si c'était une volonté de réforme. Pour ma part, à cet instant, je percevais déjà les limites dans lesquelles nous nous trouvions dans la mise en œuvre de l'action politique. Je m'explique. Certaines personnes qui étaient du régime freinaient des quatre fers pour que le président Ali Bongo Ndimba ne conduise pas à bon terme les réformes qu'il avait promis de mener pour le Gabon. Et à ce moment-là, nous étions donc dans le cœur de la difficulté à l'image de ce qui se passe aujourd'hui. Le changement de régime, encore que à ce moment, c'était un peu fort, mais
on va dire, le changement de régime était là. Vous savez, le régime, ce sont les institutions, les textes, quelques hommes, mais ce n'était pas suffisant. En 2009 également, il fallait opérer un changement de système. Et c'est ce que moi, je percevais déjà. Je qualifiais, en tout cas, j'entrevoyais que la façon de faire dans laquelle nous étions n'était pas la bonne dynamique. Nous n'avions pas parachevé ce pourquoi le peuple avait décidé de porter Ali Bongo Ondimba au pouvoir. Donc, quand je disais à ce moment, on ne fait pas du neuf avec du vieux, sans l'expliciter comme je le fais aujourd'hui, parce que le cadre le permet, pour moi, c'était simplement que le changement de régime n'était pas la réponse à apporter. Il fallait un changement de système. Et d'ailleurs, Plus en profondeur. Exactement. Après avoir regardé la vidéo, je me rappelle quelques mots. Je disais que lorsqu'un pouvoir se met en place, il doit changer les règles pour les adapter à son fonctionnement à lui. Et donc, autrement, j'étais en train de dire qu'il fallait changer le système. Parce que je me rendais compte à ce moment qu'il y avait beaucoup de pesanteurs, qu'il y avait beaucoup de blocages pour permettre au président Ali Bongo Ondimba de réaliser son projet. Et c'est ça que je visais à ce moment-là et que mes adversaires ont transformé en ce qui est devenu célèbre, en une cabale politique. Une grande partie de la population gabonaise manifeste une profonde hostilité envers les anciens hiérarques du régime précédent et notamment du PDG. Comprenez-vous ce sentiment à titre personnel? Vous sentez-vous comptable de l'état de délabrement dans lequel se trouvait le pays avant le 30 août? Eh bien, comme je vous l'ai dit en entrée d'entretien, eu égard aux très hautes fonctions que j'ai occupées par le passé, je ne peux que comprendre ce sentiment des compatriotes. J'ai été au cœur de l'action politique dans notre pays, je ne peux pas le nier. Et comme je viens de vous le dire, et d'ailleurs les faits l'ont montré, nous n'avons pas eu que des réussites. Nous en avons eu quelques-unes, mais nous avons eu également de quelques échecs. Et souvent, le peuple, et c'est à bon droit, pointe là où c'est beaucoup plus négatif que positif, parce que lorsque positif, eh bien, ça fait partie, j'ai envie de dire, de la norme, et c'est lorsque ça ne va pas que le peuple, ressentant la difficulté, se plaint. Donc, je comprends cette perception du peuple par rapport aux hiérarques du système, eu égard aux limites de l'action que nous avons pu avoir. Mais nous ne sommes que des humains. Maintenant, à titre personnel, est-ce que je me sens comptable ou coupable? Je pense que, de mon point de vue, la question devrait être posée différemment. Vous savez, moi, je viens de vous dire que j'ai été secrétaire général adjoint à la présidence de la République, secrétaire général du gouvernement, ministre de la fonction publique et éphémère ministre de l'Agriculture. Pour mesurer ma part dans ce qui peut être perçu, en tout cas au niveau pratique, il y a certainement d'autres aspects, mais le plus pratique en général, c'est l'apport ou le rôle joué dans la mise en œuvre des politiques publiques. C'est par là qu'on juge un acteur politique. C'est la mise en œuvre des politiques publiques. Et à mon niveau, je dois dire que je n'en ai pas conduit, ou du moins que je n'ai jamais géré des ressources stratégiques de l'État au point de les détourner. Je vous explique. Secrétaire général de la présidence de la République ne gère pas de budget, notamment d'investissement, parce que c'est dans les budgets d'investissement que l'on doit mener des actions pour le pays, que l'on conduit des politiques publiques et qui sont jugées soit positivement en cas de succès, soit négativement en cas d'échec. Pour gérer l'action politique d'un homme politique, c'est d'abord cela qu'il faut regarder. Et donc, quand on regarde dans mon cas, secrétaire général adjoint de la présidence de la République, je ne suis pas gestionnaire de budget, notamment d'investissement. Je suis un haut collaborateur du président de la République. J'ai juste le budget de mon cabinet. Je ne veux pas donner le montant, mais voilà, ce n'est pas grand-chose. Ensuite, secrétaire général du gouvernement, je suis dans la même position. Je suis un haut commis de l'État, un haut fonctionnaire, dont le budget, je crois que j'ai déjà rendu les chiffres publics,
ne dépassait pas, variait entre 100 et 200 millions. C'était un budget de fonctionnement de mon administration. Alors souvent, il y a une information du budget qui concerne la gestion des cabinets ministériels. C'est pas un budget qui est géré par le secrétaire général du gouvernement. Il est, on va dire, mis en œuvre, il est ordonnancé. Mais c'est pas dans le budget du secrétaire général du gouvernement. Il y a plusieurs acteurs, le DGBFIP, le ministre du budget. Voilà, chacun signe. Le LGG est le dernier à signer et à demander que la dépense soit faite. Mais c'est pas des crédits de son budget. Donc, pareil, là, au secrétaire général du gouvernement. Et au ministère de la fonction publique, je suis arrivé au mois de mai 2018. Je suis parti, je crois, en janvier 2019. Lorsque j'arrive, la loi de finances avait déjà été adoptée, donc je n'ai pas traité cette question du budget de ce ministère. Et ce que je dis est vérifiable, documenté. Je n'ai pas géré un centime du budget du ministère de la fonction publique pendant mon passage. J'ai géré un budget ponctuel financé directement par le ministère du budget, donc mis à disposition à la demande du président de la République pour ce que j'ai fait, l'opération de bon de caisse, donc le contrôle des présences qui a été faite. S'il y a un budget, c'était ce budget ponctuel que j'ai géré en tant que ministre pour une opération ponctuelle dont les résultats également sont connus et pour lequel j'ai été entendu par la Cour des comptes et j'ai répondu. Ce dossier a été clos en ce qui me concerne. D'accord. Ensuite, j'ai été ministre de l'Agriculture, je crois, 2 semaines. Mais pendant tout ce temps... D'où le fait que vous parliez d'être ministre de l'Agriculture éphémère, de façon éphémère. Exactement. Maintenant, ce que je voudrais vous dire pour qu'on sache quelle est ma conception de l'État, c'est quand même que je laisserai à la présidence de la République et au secrétaire du gouvernement, n'ayant pas de budget au ministère de la fonction publique, j'ai financé sur mes propres fonds un certain nombre de travaux. Et ils sont visibles et il y a des témoins. Comme je n'ai pas eu de budget, j'ai fait fonctionner mon cabinet avec mes propres fonds et j'ai réfectionné la salle informatique de ce ministère, aussi bien le bâtiment que les équipements avec mes propres fonds. Ministère de la fonction publique. C'est visible, c'est connu, les témoins sont vivants. C'est vérifiable ce que je dis. Donc, vous voyez, c'est plutôt mes propres fonds que j'ai mis à contribution pour aider. Comment est-ce possible, vu que la loi de finances est votée chaque année et que cette loi est élaborée en fonction des besoins des différents ministères? Comment cela a été possible que le ministère de la fonction publique, et qui, cela dit, est le ministère qui gère tous les fonctionnaires du Gabon, ne soit pas doté d'une salle informatique? Non, la salle existait. Lui permettant La salle existait et le matériel, mais elle était vétuste. D'accord. Et comme quand vous êtes dans mon cas, moi je suis toujours dans l'action. Donc lorsque j'arrive, je veux que les choses soient bien faites. Je regarde le cadre de travail des collaborateurs et je vois qu'il est vétuste. Je crois qu'il y a de l'eau qui coulait. Donc alors, vous savez, les engagements de l'État sont longs et pour avoir la confiance des collaborateurs, j'ai décidé d'engager moi-même mes propres fonds pour réfectionner cette salle et lui donner aussi du matériel. J'ai fait la même chose au ministère de l'Agriculture, c'est également visible. J'ai réfectionné mon bureau et les quelques équipements et même la façade du ministère de mes propres fonds. Donc, j'ai plutôt, partout où je suis passé avec ma petite expérience, j'ai plutôt toujours eu tendance à chercher à améliorer les conditions de travail de mes collaborateurs, pas à me servir des ressources de l'État, comme j'entends souvent que j'aurais été un prédateur financier. D'ailleurs, je dois vous dire que sur cette affaire, les différentes enquêtes de la Commission de lutte contre l'enrichissement illicite, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, n'ont rien trouvé. Et je crois pouvoir dire que nous ne trouverons rien parce qu'il n'y a jamais rien eu de pareil. Mais, pour faire peut-être la mauvaise langue du quartier, vous dites que vous n'êtes peut-être pas comptable, ou du moins que vous ne vous reprochez rien sur le plan financier, personnel, mais peut-être sur le plan moral. Parce qu'on sait également que les ministres sont solidairement responsables de l'action du gouvernement. Et durant toutes vos années, on n'a pas entendu Ali Akbar Onanga donner de la voix ou souvent s'exprimer de façon publique. Peut-être que vous l'avez fait en privé, mais le peuple veut voir des hommes prendre des engagements publics. On juge des positions... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, j'aime toujours dire
je préfère qu'on me juge sur les faits. Dans ce que vous venez de dire, il y a des choses là qui sont vraies, mais il faut quand même nuancer. Quelqu'un comme moi, le parcours, il est connu. Et donc, je vous ai dit éphémère ministre de l'Agriculture, c'est justement le résultat de mes prises de position qui fait que je suis, entre guillemets, débarqué du gouvernement pour dire les choses clairement. De quoi s'agit-il? Il s'agit justement du constat que je fais à un moment donné de la dérive au sein de l'appareil étatique, notamment lorsque le président Ali Bongo Ondimba est tombé malade. À ce moment-là, je me suis opposé à son directeur de cabinet, Brice Lacruche Alianga, qui s'était mis dans une dynamique d'accaparement du pouvoir. Et j'ai trouvé que ce n'était pas normal. Nous n'étions pas président à la place du président. Il fallait simplement laisser les institutions de la République fonctionner pour laisser au président Ali Bongo Ondimba le temps de la convalescence. Voilà. Donc, je me suis opposé, mais de manière frontale, à M. Brice Lacruche Alianga. Et c'est ce qui m'a valu. Donc, quand je me dis je me suis opposé, c'est parce que j'ai refusé la dynamique de l'accaparement du pouvoir contre les institutions. Oui, mais comment s'opérait cet accaparement du pouvoir? Parce que au cours de différentes interviews, l'intéressé, M. Brice Lacruche Alianga, disait qu'il n'était que directeur de cabinet et qu'il remplissait ses fonctions, ou du moins selon les prérogatives qui lui étaient dévolues. Donc, pour le Gabonais lambda, comment peut-on percevoir ce que vous dites en termes d'accaparement du pouvoir? Alors, sans trahir, bien sûr. Non, il y a pas. Mais je venais de vous dire qu'il y a une différence entre un changement de régime et un changement de système. Si du point de vue du régime, M. Brice Lacruche Alianga était directeur de cabinet donc, dans son rôle, mais du point de vue du système, la pratique de son rôle posait problème dans l'architecture étatique. Et c'est à ça que moi, je me suis opposé. C'est-à-dire qu'un directeur de cabinet, pour prendre un exemple, fonctionne sur la base des instructions que donne le président de la République. Il ne les anticipe pas. Voilà. Et dans la position où était Monsieur le Président Ali Bongo Ondimba, c'est connu de tout le monde. Il a eu un moment de maladie, donc d'absence, ensuite de fragilité. Pendant tout ce temps, il y avait un dispositif institutionnel contourné par Monsieur Brice Lacruche Alianga. Et c'est ce que moi, je ne voulais pas. Mais comment cela était possible, vu que l'administration, elle est codifiée, vu que les prérogatives de chacun, les prérogatives sont définies par les fonctions de chacun. Donc, comment, je veux dire, les uns et les autres, hein, parce que la présidence, c'est une administration. Absolument. Comment la présidence a pu laisser faire des agissements où on a permis peut-être un autre... Non, personne n'a permis, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a quand même des verrous, je veux dire. Oui, mais lorsque les personnes n'agissent pas conformément aux règles, les personnes sont dans la violation de la règle. C'est pas que la règle, même aujourd'hui, c'est pas que la règle n'existe pas. Elle est contournée, violée. Et c'est ça le système, c'est ce que je vous dis. C'est pas qu'il manquait des mécanismes de contrepoids. Simplement, ils étaient délibérément violés. Voilà. Et comme celui qui donne l'impulsion du déçu était absent un moment et en convalescence à un autre moment, eh bien, des gens ont profité de cette situation pour se passer de la règle. C'est tout ce qui s'est passé. Nous avons suivi ce que le régime actuel a appelé, considéré comme un procès contre certains hauts commis de l'État de cette époque. Et il a été dit justement que beaucoup d'entre eux outrepassaient leurs fonctions, et notamment Madame Sylvia Bongo, qui n'avait pas de fonction officielle dans l'appareil étatique, ainsi que Noureddine Bongo, qui lui a dit au cours de plusieurs interviews justement qu'il ne dirigeait pas et qu'il... donc, est-ce que, selon vous, ces personnes auraient aussi, à un moment donné ou à un autre, comme vous l'expliquiez pour Monsieur Lacruche, auraient outrepassé leur fonction? Alors, vu que ce système dont vous parlez le permettait. Absolument. Donc, je dois vous répondre que vous-même, vous venez de le dire en introduction, que ni Madame Sylvia Bongo Ondimba, ni Monsieur Noureddine Bongo Valentin n'avaient de fonction dans l'appareil étatique, du moins, c'est ce que vous avez dit. Monsieur Noureddine a été à un moment donné coordinateur. Mais je ne sais pas si c'est... Mais dans tous les cas, la première observation que je vais faire, à titre personnel, c'est que... Parce qu'on nous parle, permettez-moi de vous couper, on est allé jusqu'à nous parler de conseil de ministres où Madame Sylvia Bongo aurait assisté.
Est-ce que vous avez déjà eu vent ou voilà. Alors, Ça va toujours dans le même ordre. Absolument. Non, mais je réponds. C'est-à-dire, première observation que j'ai faite, comme je vous ai dit, depuis 2019, je ne suis plus dans le cercle du pouvoir. Et je crois que tous les faits ou l'essentiel de ces faits se passent à partir et après 2019. Parce que le président est tombé malade, si j'ai bonne mémoire, en octobre 2018. Et vous voyez, d'octobre à janvier, je n'ai passé que 3 mois. Donc, tout ce qui se passe après moi. Donc, dans le fond, je ne peux pas répondre si ça s'est passé ou pas. Mais quand même, il y a des éléments qui interpellent. Après, là, je fais appel à ma qualité de juriste. Il y a toujours des éléments qui interpellent. Et je crois en avoir déjà parlé. Prenons le cas de Madame Sylvia. En admettant que ce qui lui est reproché soit réel, mais vous avez dit, elle n'a pas de fonction. Il s'agit donc d'une sorte de contournement. Mais dans ce cas, il y a quand même des préalables. Enfin, en tout cas, il y a des dispositions qui doivent préexister, notamment à partir du moment où Madame Sylvia Bongo Ndima ne peut pas être ministre des Finances, ne peut pas être ministre, personne ne l'a vu dans un ministère. Il y a toute une chaîne de... Exactement. Donc, si par exemple, on dit qu'elle a détourné, ça veut dire qu'elle est passée par l'intermédiaire. Tout à fait. Sauf que jusqu'à présent, on ne connaît pas quelles sont ces personnes qui lui ont servi, si c'est le cas, à ces détournements. Tout à fait. Je dis bien que première dame dans notre pays n'est pas un statut codifié, c'est un statut officiel, certes, mais honorifique. Donc, si on dit Madame Sylvia Bongo a détourné, il faut dire que en réalité, elle est soit receleur, soit commanditaire, mais il faut des exécutants de ces... Tout à fait. Alors, ils sont où? Il vient d'avoir un procès, peut-être qu'on va parler. On n'a pas vu des personnes venir dire « Moi, Madame Sylvia m'a demandé de sortir tel montant, m'a obligé de signer, je ne sais pas trop quoi. » Donc, j'entends, sauf que, très honnêtement, j'ai du mal à percevoir comment une telle chose est possible pour Madame Sylvia, surtout si on ne fait pas la démonstration en amenant les gestionnaires de crédit, de budget détournés et qui auraient reçu des instructions de Madame Sylvia. Si cette preuve n'est pas faite, en fait, on est juste dans de la diffamation, de la fabulation et on perd de crédit. Voilà. Et je crois que la même réponse vaut mutatis mutandis pour monsieur Noureddine Bongo Valentin. Donc, dans ce cas, ça voudrait dire que les autorités en place auraient à gagner en crédibilité en nous en rendant public. Mais pourquoi pas, vu que le procès a déjà été joué par contumace. Mais je pense même que les principaux accusés ne demandent que cela. Si le régime veut obtenir de la crédibilité, veut maintenir sa crédibilité ou sa légitimité auprès du peuple, et s'il veut maintenir ces accusations, il a tout intérêt à en rapporter les éléments factuels, les éléments de preuve qui permettent de corroborer. Sinon, alors, il faut qu'il change d'accusation. Nous allons aborder le 30 août. Donc, vous qui connaissiez le pouvoir, comme nous l'avons si bien dit, vous qui étiez dans les arcanes du pouvoir depuis bon nombre d'années, aviez-vous des indices pouvant amener à un coup d'État imminent pour un homme, hein, comme je le dis, comme vous, perceviez-vous l'entrée des militaires dans le jeu politique ou pour vous, ça a été une totale surprise? Alors là, je fais la même observation avant de tenter une réponse de fond, c'est que pendant tout ce temps, je viens de vous dire, je ne suis plus dans les cercles du pouvoir. Mais je veux dire, là c'est le politique qui regarde de façon globale. C'est pour comprendre après le type de réponse que je vais formuler. Parce que quand vous êtes dans le système, vous voyez, vous êtes auprès, vous sentez les choses. Moi, en réalité, je ne suis plus là. Donc, je suis un peu comme vous, un observateur, certainement plus averti, mais je reste un observateur. Et ce que je peux dire, c'est que la situation dans le pays, en tout cas, elle démontrait une certaine tension. Donc, a posteriori, on peut dire qu'il y avait un terreau favorable à une crise à l'approche des élections de 2023. Crise, tension perceptible. Et donc, mais quant à ce que ça conduise à un coup d'État militaire, très honnêtement, non. Je n'ai jamais imaginé un seul instant que le Gabon pourra vivre un coup d'État militaire. Surtout, et imaginez d'abord un coup d'État militaire, mais
en plus un coup d'État militaire fait par la garde républicaine. Qui est censé justement... garder le président. Voilà. Donc, tout ça était quand même pour moi une grande surprise, un choc, et donc impossible à prévenir compte tenu des circonstances que je vous ai indiquées, que je n'étais plus dans le système. Vous portez aujourd'hui un regard critique sur la junte actuelle. Pourtant, vos détracteurs disent que vous n'avez pas de leçon démocratique à donner aux gouvernants actuels. Que leur répondez-vous pour établir votre crédibilité? Eh bien, je dirais que, vous savez, ça c'est, on appelle ça, vous connaissez aussi bien que moi, c'est un argument ad hominem. Lorsqu'on ne peut pas avoir des arguments contre la personne, eh bien, on s'attaque à sa personne. C'est-à-dire, si on n'a pas d'argument de fond pour répondre aux arguments ou à la dialectique qu'il pose, on veut décrédibiliser la personne. C'est ce type d'argument. Ça, c'est sur le principe. Après, au fond, je dirais que ce que je viens de dire par ailleurs témoigne pour moi que je n'ai pas été dans le système une sorte de béni oui-oui. Et ce que je dis, tous ceux qui m'écoutent et qui étaient aux affaires pendant que j'y étais savent un tout petit peu. Voilà. Je ne dis pas que j'étais dans le régime, donc je ne pouvais pas être un opposant. Je ne pouvais pas avoir ni l'action, ni la vision de quelqu'un qui s'oppose. Même lorsqu'en interne, il y avait à dire, à formuler une proposition contraire, il fallait trouver les formes. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours essayé, et c'est ce qui m'a valu, je vous ai dit, voilà, d'être mis de côté. J'ai toujours essayé de faire en sorte que l'on agisse plus ou moins dans les normes, et c'est ce qui me reprochait de manière un peu triviale, le fait que je rappelle toujours la norme. Pour certains, cela dérange parce qu'ils pensent que je ramène toujours le droit à tout. Ce n'est pas le cas, c'est simplement, oui, une déformation, mais j'ai toujours essayé. Suis-je parvenu? Je ne pense pas parce que je suis un être humain. Forcément, j'ai eu des erreurs moi-même, j'ai eu des limites à cette action, mais on ne peut pas me faire le reproche d'avoir encouragé ou d'avoir promu des attitudes antidémocratiques pendant toute la période où j'étais aux affaires. Personne ne pourra faire la démonstration d'une telle assertion. Après le référendum et l'élection présidentielle de 2025, estimez-vous que les institutions de la Nouvelle République sont pleinement légitimes? Ou considérez-vous que les réformes entreprises n'ont été qu'un ravalement de façade? Vous savez, je vais vous prendre un exemple. Considérez une maison dont les fondations craquellent, les fondations se fissurent. Les murs se fissurent, les fondations sont déstabilisées. Et il y a deux actions possibles. Soit pour la rétablir, on prend le temps de rebâtir les fondations, de fermer les murs fissurés, de faire un véritable travail de fond. Soit on repeint la façade, on change les rideaux, on remet de la peinture et on présente cette maison comme étant neuve. Dans le premier cas, c'est le changement de système. C'est ce qui n'a pas eu lieu au Gabon et c'est ce qui était attendu. Dans le deuxième cas, c'est le changement de régime. C'est ce qui a eu lieu et c'est ce qui n'était pas attendu. On a certes eu une nouvelle constitution, nous avons eu une nouvelle loi électorale, nous avons des nouvelles lois, mais regardez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Déjà, dans la mise en œuvre de cette constitution, il y a problème aujourd'hui. Si le problème n'est pas le même que celui d'hier, mais il produit les mêmes effets, cette constitution, elle est contestée parce qu'elle n'a pas été mise en place selon un processus, j'ai envie de dire, vertueux. Et son exécution aujourd'hui est détournée.
j'ai déjà parlé de quelques exemples. Le vice-président du gouvernement prévu dans la Constitution pour coordonner, il est presque aujourd'hui un Premier ministre, alors qu'on a supprimé la fonction. Pourquoi? Pour créer une concentration de pouvoir au sein de l'exécutif, du président de la République, mais qui ne lui sert pas au quotidien. Donc, voilà un aménagement fait pour rien. On a concentré, on a détruit l'édifice ancien, qu'on pouvait appeler techniquement semi-présidentialisme, pour du présidentialisme qui en réalité ne fonctionne pas comme il aurait dû fonctionner. Vous voyez? Donc, oui, nous avons eu un nouveau code électoral. Est-ce que la contestation électorale n'a pas eu lieu à l'occasion de toutes ces élections, depuis le 12 avril jusqu'aux élections de septembre-octobre? Si. Donc, c'est ce que j'appelle le changement de système n'a pas eu lieu. Il y a eu un changement de régime. Surtout qu'au cours de l'élection présidentielle, le collège électoral a été changé en violation de la loi. Mais non seulement le collège électoral, le fichier électoral qui a servi à l'élection du président de la République est un fichier illégal. Parce que la loi électorale, le code électoral, prévoit un nouveau fichier et ils ont tenu cette élection sur la base de ce code électoral avec un fichier qui relevait de l'ancien code électoral. C'est illégal. Mais de toute façon, ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la République lui-même, au cours de ses vœux du 31 décembre 2025, nous a tous dit que ces élections ont laissé apparaître des failles dans le système, qu'il y a eu des failles dans le système électoral. Notamment, parmi les failles, il a pointé le fichier électoral. Donc, en le disant, je ne fais qu'expliquer ce que lui-même a déjà constaté et ce qu'on aurait pu éviter. Et c'est le fait qu'on soit toujours là encore aujourd'hui à parler des questions, par exemple, électorales, qui étaient censées ne plus se reproduire, que je maintiens que nous avons eu un changement de régime, mais pas un changement de système. Et que ce que le peuple gabonais attendait, c'était un changement de système, mais pas un changement de régime. Le système, on entend tout le temps parler du système, le système. De façon concrète, c'est quoi le système selon vous? Alors, le système, c'est j'ai envie de dire, pour que les gens comprennent, c'est la pratique du pouvoir en réalité. Par ceux qui exercent le pouvoir. C'est-à-dire, le régime, c'est par exemple les institutions. Je viens de vous dire, on a adopté une nouvelle constitution, un nouveau code électoral. Comme c'est nouveau, eh bien, il y a eu un changement. Ce changement, c'est une sorte de régime. D'ailleurs, la Constitution le proclame. Nous étions dans le semi-présidentialisme, on est passé dans le présidentialisme, disons. Donc là, c'est le régime. Mais est-ce que, du fait du changement de ces règles, la pratique du pouvoir a changé? Si hier, elle était problématique, est-ce qu'elle est devenue vertueuse? Non. Il n'y aurait eu de changement de système que si ces institutions nouvelles avaient donné lieu à une nouvelle pratique du pouvoir beaucoup plus acceptable et beaucoup plus proche des standards vers lesquels nous voulons tendre, démocratique, état de droit, tout ce que vous voulez. Or, à partir du moment où ces problèmes d'hier existent encore aujourd'hui, si nous en sommes là, c'est parce que c'est ce que nous ressentons dans le pays. Ça veut donc dire que le système, il n'a pas changé. Voilà. Mais est-ce que, au-delà de ça, ce n'est pas surtout lié à un problème de personnes? Oui, mais c'est les personnes qui font le système. Alors, parce que des personnes qui ont été là aux affaires depuis 30, 40 ans ne peuvent que reproduire ce qu'elles ont toujours fait. Mais vous voyez, ma phrase, ce qui n'est pas la mienne, d'où elle prend tout son sens. On ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est pas une question de personne, comme mes adversaires ont voulu. C'est ça, c'est le système. Les règles qui ont été décriées sont encore, les pratiques décriées sont encore en vigueur aujourd'hui. Et c'est ça qui est vieux. Alors on voudrait présenter un nouveau visage. Et ça, on ne peut pas. C'est cette contradiction fondamentale qui était au cœur de ma prise de parole. Donc, vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Il y a près de 10 ans déjà où je disais quand un régime se met en place, en réalité, il faut qu'il change son système. S'il ne le change pas, rien ne changera. C'est de la poudre aux yeux qu'on va vendre aux populations. Et aujourd'hui, nous en sommes là. C'est que les pratiques d'hier existent encore et dans certains cas, elles sont même exacerbées ou pires. Mais Monsieur Ali Akbar Onanga, aujourd'hui vous le dites, mais hier, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, que étant à l'intérieur du pouvoir, vous ne pouviez pas avoir une certaine latitude de parole.
mais vous étiez quand même perçu comme l'un de ces barons du régime, l'un de ces intouchables, euh, qui a la réputation d'avoir une fortune exorbitante, un patrimoine immobilier exorbitant. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, du point de vue du Gabonais lambda, qui n'a peut-être pas le même regard que vous, il a du mal à vous écouter. Je comprends tout cela. Excusez-moi, je comprends tout cela. Vous savez, lorsqu'on est acteur politique, on est aussi victime de la diffamation parce qu'on n'a pas toujours la possibilité de venir s'expliquer. On est aussi victime de la perception parce que les gens jugent sur ce qu'ils voient et ils font leurs propres commentaires. En ce qui me concerne, vous voyez, on tourne autour de la même chose. Si vous partez, on est en 2014. En 2014, donc avant l'élection de 2016. Parce que, excusez-moi, pour enchérir, excusez-moi, gardez le fil de vos idées. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez même financé dans les deux ministères où je suis passé. Bon, officiellement, un ministre ne gagne pas des milliards ou des centaines de millions. Justement. Donc, de là à ce que vous ayez financé, c'est que, bon, vous devriez quand même être assis sur... Vous pouvez prendre ça de l'autre côté. C'est beaucoup plus un signe de générosité et de don, plus qu'un signe de richesse, parce que si c'est la fortune, je vous assure que dans ce pays, à ce moment, il y en avait qui étaient plus fortunés que moi, qui n'ont jamais fait le peu que j'ai fait. Donc, ce n'est pas une question de fortune. C'est beaucoup plus une question d'attitude personnelle, voilà, sur cette question. Mais là où je voulais en venir, c'est que je vous disais, la fameuse phrase que j'explicite aujourd'hui, elle date de 2014. Vous savez? Donc, on est 2 ans avant la présidentielle de 2016. Et on est en réalité à 5 ans de gestion du pays depuis 2009. Vous voyez? Donc, regardez à quel moment ça se situe. Et vous avez vu, les Gabonais sont témoins de ce que ça m'a valu. Rien que cela. C'est vrai. Et j'explique aujourd'hui, et si les gens veulent me juger, c'est là qu'ils doivent aller chercher. Je l'ai dit, je n'ai pas été compris. Au contraire, j'ai été combattu. Même, alors je vous parle de mes adversaires, vous aurez dû me demander qui ils étaient. Il y avait bien des gens du système avec moi. Je pense même que les premiers, c'était eux qui ont fait pression. Parce que pour l'anecdote, il faut savoir que le président Ali Bongo Ndima m'en a voulu, et a raison. Puisque j'étais un responsable, et je ne pouvais pas tenir des propos irresponsables. Imaginez que si c'était la vérité, j'avais effectivement dit ce qu'on pensait que j'avais dit. C'était donc grave. Et comme il n'était pas sur les lieux, ceux qui lui ont rapporté, ce n'est pas les opposants, c'est bien les gens. Donc, des personnes du premier cercle de confiance pour lui. Donc, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de me juger comme irresponsable, ce qui était normal. Mais comme c'est quelqu'un qui s'est écouté, Dieu merci, j'ai eu l'occasion de m'expliquer. Et preuve à l'appui, comme je dis aujourd'hui, la vidéo est toujours sur Internet. Donc, je lui ai ramené la vidéo, il connaissait le contexte de la manifestation et il a écouté tout le propos. Et après avoir écouté tout le propos, il a compris que je n'avais pas dit ce qu'on avait prétendu que j'avais dit. Mais pour calmer, parce que c'était presque une affaire d'État, il m'a demandé de partir vers certains notables de la République pour aller présenter la même vidéo et leur exprimer ma désolation pour l'interprétation qui a été faite. J'ai fait le tour d'un certain nombre de notables à sa demande. Et si vous avez suivi l'histoire, il a convoqué expressément un conseil national pour calmer la question du conflit intergénérationnel. Parce que c'est finalement ce que les gens avaient voulu prendre comme cabale. Alors que ce que j'ai exprimé, c'est ce que j'explicite maintenant aujourd'hui. Et qui me permet de vous dire que vous voyez, depuis ce moment-là, de l'intérieur, j'ai essayé. Mais j'ai été combattu. Et là, on est en 2014. C'est juste 5 ans avant ma sortie du gouvernement pour à peu près les mêmes raisons. Donc, je ne dis pas que j'étais une foudre de guerre dans le système. Ça ne s'explique pas. C'est même pas compatible. J'ai eu mes moments où je n'ai pas pu, j'aurais certainement dû, je n'ai pas pu soit infléchir des décisions ou des politiques qui n'étaient pas forcément favorables pour le peuple. En tout cas, j'ai eu à commettre mes erreurs dans la gouvernance. Aucune personne ne peut traverser sans commettre des erreurs. Ce n'est pas possible. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne doit pas déterminer un individu. Ça ne doit pas
permettre un jugement global ou définitif. Ça doit être une partie du jugement. Mais si pour cela, on plaque tout un jugement sur quelqu'un en disant « oui, il a été dans le régime », donc non, moi, les faits, ils parlent pour moi et les faits, ils sont là. Vous avez dit qu'à l'occasion de cet incident, de ce moment, Ali Bongo Ondimba vous avez fortement recommandé d'aller pratiquer le même exercice, donc c'est-à-dire auprès de certains notables. Pourquoi cela? Craignait-il quelque chose ou c'était dans le but d'apaiser dans la maison PDG, on va dire? Non, pas la maison PDG. Mais parce qu'on se rappelle qu'à cette époque, il y avait, comme vous le dites, on sentait là la vieille garde qui... Il y avait des courants dans le pays qui traversaient le PDG, mais qui traversaient également le pays. Ali Bongo Ondimba, en responsable, il a vu tout cela. Il a regardé, il a écouté, il a eu les informations. Il savait que des gens ont profité de ce moment pour envenimer. Voilà. Et donc, en toute responsabilité, il m'a demandé, comme je vous l'ai dit, d'aller vers certains notables, pas tous, certains, les plus représentatifs, de leur présenter l'élément factuel. Mais ne craignait-il pas pour lui-même, pour sa gouvernance? Non, mais vous savez, c'est un responsable, il est président de la République. Effectivement, le reproche qu'on lui fait à ce moment-là, c'est d'exacerber le conflit intergénérationnel, à lui-même d'abord. Et moi, on m'a pris seulement comme cible, comme vous savez, dans ces cas-là. Voilà, donc pour atteindre Ali Bongo, on peut pas l'atteindre directement, on a profité. Et il est responsable, il a bien compris le jeu. Donc, il a voulu désamorcer, calmer, je vous dis, jusqu'à ce qu'il ait pu convoquer tout un conseil national du Parti démocratique gabonais pour rassurer sur ses intentions. Et il a dit à ce moment-là qu'il n'avait pas de politique de conflit intergénérationnel. Au contraire, il faisait avec tout le monde. Et d'ailleurs, je l'avais même dit dans cette vidéo qui est toujours disponible, avant même ce propos de « on ne fait pas du neuf avec du vieux », j'ai dans mon propos, avant cette séquence, indiqué déjà qu'Ali Bongo Ondimba, depuis qu'il est là, ben, il fait avec tout le monde. Les anciens, les jeunes, les femmes. Je l'ai dit mot pour mot, comme je vous dis, dans cette vidéo, c'est dit avant. Et donc, vous voyez bien que je ne peux pas l'avoir dit avant et venir après faire du conflit intergénérationnel une politique. Non, ça n'avait pas de sens. Ça tombe bien. Nous parlons du Parti démocratique gabonais. Il y a eu le 30 août 2023. Il y a eu un bouleversement politique. Il y a eu des démissions en cascade. Aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais offre, si je puis dire, un bicéphalisme, c'est-à-dire 2 tendances, 2 présidents officiels et un Ali Bongo qui, malgré son retrait de force à la suite de ce coup d'État, appelé pour beaucoup révolution de palais, est en train d'entreprendre des actions judiciaires pour récupérer la main de ce parti. Écoutez, je dois dire que c'est l'un des épisodes qui restera gravé dans l'histoire de notre pays, le coup d'État et ses conséquences, dont la situation... Parce que le PDG est mort avec le départ d'Ali Bongo. Bon, le PDG n'est pas mort. Certains le souhaiteraient, mais il n'est pas mort en réalité. Mais il faut que je fasse rapidement la séquence pour dire que ce qui s'est passé après le coup d'État, c'est que le président Ali Bongo a été empêché dans sa liberté de mouvement. Et donc, cet empêchement ne lui a pas permis d'exercer ses fonctions de président du Parti démocratique gabonais. Sauf que les textes du parti prévoyaient un mécanisme qui n'empêchait pas le parti de fonctionner. Donc, le parti fonctionnait régulièrement. Et le parti fonctionnait régulièrement, mais il connaissait des difficultés, c'est normal. C'était le parti au pouvoir qui venait de subir une dépossession par la force. Donc, naturellement, ils s'en fait sentir, cette dépossession s'en faisait sentir au sein du parti. Mais le parti fonctionnait quand même. Du moins, le parti a montré à ce moment la solidité de ce qu'était le Parti démocratique gabonais. Le président empêché, le secrétaire général empêché, le secrétaire général adjoint, camarade Luc Oyubi, assurait donc l'intérim conformément au texte du PDG. Et d'ailleurs, ce qui va se passer le 7 mars 2024 est l'illustration de la trahison la plus abjecte que des humains peuvent exercer. Pourquoi? Parce que avant le 7 mars, les camarades se sont exprimés.
les 23 et 24 février. On appelait ça l'exercice d'autocritique. Ce que je veux dire, c'est que si, ces assises d'autocritique ont donné lieu à des recommandations. Oui, je ne le nie pas. Il y a eu certains, et ils étaient libres, qui ont dit que Ali Bongo, son action au sein du parti, qui l'ont jugé négativement, je veux dire, pour faire... Et d'autres ont jugé positivement. Dans tous les cas, si les militants avaient voulu qu'Ali Bongo ne soit plus président, il l'aurait clairement exprimé au cours de cette instance et ça aurait été retenu comme recommandation. Cela n'a pas été. Ça veut dire que la question de la présidence d'Ali Bongo ne s'est pas posée dans les termes que l'ont porté les auteurs du coup d'État interne du 7 mars, qui sont des camarades qui se sont donc rendus auprès du distinct camarade président pour officiellement s'enquérir de son état de santé et voir dans quelle mesure organiser le 12 mars qui arrive. On était le 7, donc à quelques jours. Je tiens du président Ali Bongo Ondimba lui-même qu'en effet, ils ont abordé avec lui la question de sa santé. Dieu merci, il leur a répondu. Et qu'ensuite, sur le parti... Quels sont ses camarades, si ce n'est pas indiscret? Non, mais ils ont été via la télévision. Ce n'est pas un secret. Je ne peux pas les citer tous, mais il y avait l'ancien Premier ministre... l'ancien camarade Alain-Claude Bilibizé, il y avait l'ancien camarade Eloan Zondo, il y avait Paul Biogemba, Jean-Pierre Oyiba, Angéline Ngoma, et peut-être j'en oublie d'autres. Il y avait mon père André Dieudonné Bert. Je crois qu'ils étaient on va dire les membres du bureau politique. Oui, il y avait bureau politique, comité permanent, conseil consultatif des sages, et puis il y avait le camarade Luc Oyubi lui-même. Je crois qu'il y avait à peu près 7 personnes. Mais le plus important, c'est le contenu de l'échange. L'échange, c'est « OK, je vais très bien, je vais de mieux en mieux. Comment on fait pour le 12 mars ?» C'est uniquement sur cette question qu'ils sont exprimés et il leur a donné certaines indications. Et le plus important que je voudrais que les gens comprennent, c'est que lui, Ali Bongo, leur a dit « Moi, je suis empêché dans ma liberté, mais je demeure le président du parti. Ce que je vous demande de faire, c'est de voir avec les camarades, comment se réorganiser pendant ce temps où je suis empêché physiquement, mais également dans mes biens, parce que ses comptes étaient gelés. Donc, il n'avait pas la disposition de son argent. Il faut de l'argent pour organiser. Donc, il leur a dit, écoutez, organisez-vous. Mais si lui ne l'avait pas à titre personnel, mais le Parti démocratique gabonais... Mais oui, mais comme c'est le président, c'est quand même lui qui apporte le plus. Voilà. Donc, il leur dit justement que nous avons des cadres. Allez voir avec ces cadres comment on fait pour organiser la fête. Mais dans tous les cas, je veux qu'on réorganise le parti parce que non seulement, c'est vrai que je suis empêché, mais je n'ai plus vocation aujourd'hui, après tout ça, je n'ai plus vocation à revenir aux affaires ni étatiques, ni au sein du parti pour avoir une présidence exécutive. Je recommande donc qu'on revoie l'ossature. Donc, selon vous, c'était quoi? Il préparait comme une passation de flambeau? Il a désigné ce jour-là l'ancien camarade Alain-Claude Bilibizé comme vice-président exécutif pour faire fonctionner le parti. Il a désigné l'ancien camarade Eloan Zondo comme secrétaire général. Et il leur a demandé d'aller trouver une architecture pour compléter et revenir le voir pour officialiser ça afin que le parti fonctionne correctement. Sorti de là, personne dans cette séquence ne lui a parlé d'une quelconque démission ou exclusion. Je n'utilise même pas le mot qu'ils ont utilisé parce que je vais revenir, ils ont utilisé le mot d'échéance qui n'existe pas dans les statuts du Parti démocratique gabonais. Mais ils l'ont utilisé. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait ne correspond à rien. Donc, personne ne lui a dit ce jour-là. Vous voyez, le niveau de la trahison morale pour des militants du parti qui ont été avec Ali Bongo. Personne ne lui dit ce jour que, Monsieur le Président, est-ce que vous ne pouvez pas envisager de vous retirer ou bien nous, on pensait que... Personne. Ils ont tous écouté, très bien. Et le président m'a même dit que la camarade Angéline Ngoma lui a demandé s'il n'y avait pas possibilité de promouvoir une femme à la tête du parti ou dans l'exécutif. Et le président Ali me dit, je lui ai dit, on verra, pour l'instant, ce n'est pas le moment, on verra. Vous savez qu'après, c'est elle qui est devenue secrétaire générale. Ils se sont retrouvés au palais. Je ne sais pas chez qui, je peux dire qu'ils étaient au palais parce que beaucoup de personnes ont fait les mêmes qui étaient chez le président se sont retrouvés au palais. Et sont revenus, pendant que les camarades les attendaient à la maison du parti, ils sont revenus donc, pas de chez le distinct camarade directement pour la maison du parti. Ils sont revenus du palais pour la maison du parti, venus lire un document non signé
non daté avec la liste des noms que vous avez entendus. Qui a fait ce document? C'est les questions qu'on va poser. C'est ce document qui sert de base au pouvoir dont disposent ceux qui aujourd'hui sont à la tête du Parti démocratique gabonais. Je veux que tout le monde l'entende, pour voir le niveau, non seulement de l'hérésie de ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que ce jour, et jusqu'à aujourd'hui, il compte sur ce qu'on appelle le rapport de force. Parce que quelqu'un, le régime en place, là je préfère dire parce que qui directement, je ne peux pas le dire parce que je n'aurai pas de preuves. Par contre, si j'ai dit le régime, je peux répondre. Au vu de la façon dont les choses se déroulent. Voilà. Donc, des personnes dans ce régime soutiennent ce Parti démocratique gabonais qui prétend être la mamelle du pouvoir en place. Vous comprenez? Ouais, mais Monsieur Rikoula, moi je veux que les gens écoutent bien. Nous sommes rentrés dans l'histoire au sein du Parti démocratique gabonais avec cette hérésie. Aucun parti politique au monde, dans l'histoire politique, j'ai essayé de regarder, j'ai discuté avec les gens, aucun parti politique normalement battu aux élections, pire, déchu par la force, ne peut être le soutien de son tombeur. Ça n'a jamais existé dans les annales politiques, sauf au Parti démocratique gabonais, avec qui les personnes que je viens de vous citer et celles qui sont aujourd'hui. Voilà. L'histoire nous dira peut-être que ces personnes ont peut-être joué un rôle dans ce qui s'est passé aussi. On verra bien. Effectivement, l'histoire nous dira. Donc, du coup, voilà la situation dans laquelle se trouve le Parti démocratique gabonais aujourd'hui. Ils sont venus parler de déchéance, je vous dis, et permettez-moi, il y avait des possibilités légales, textuelles, de faire partir Ali Bongo Ondimba légalement de la présidence du Parti démocratique gabonais. Ils auraient pu lui demander de démissionner. C'est prévu par nos textes. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu chercher, ils auraient eu du mal, mais chercher un dispositif pour le sanctionner, de sorte qu'il puisse être exclu. Ils ne l'ont pas fait. Mais il y a un dispositif encore qui est plus évident. C'est l'article 35 des statuts du Parti démocratique gabonais. L'empêchement définitif du président peut être constaté à la demande du bureau politique qui saisit le secrétaire général. Le secrétaire général convoque donc le congrès, c'est-à-dire c'est le bureau politique qui constate le secrétaire général. Le secrétaire général convoque donc le congrès, c'est-à-dire c'est le bureau politique qui constate l'empêchement définitif du président du parti. Si cet empêchement définitif est constaté, eh bien, le congrès est convoqué pour que les militants élisent un nouveau président du parti. Parce que, en tout état de cause, le président du parti, il est élu intuitu personné. C'est-à-dire qu'on élit la personne elle-même. Et les textes prévoyaient que Ali Bongo Ondimba a été élu depuis 2009, mais les textes prévoyaient en sa qualité de président de la République qu'il soit automatiquement reconduit comme président du parti. Ce qui est sûr, c'est que à un prochain congrès normal, il aurait remis sa démission et les militants auraient voté un autre. Voilà. Selon les statuts. Selon les statuts. Ce qui se faisait avant automatiquement n'aurait pas pu avoir lieu parce qu'il n'était plus président de la République. Donc, mais ça, ils ne l'ont pas fait. Donc voilà comment nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans un parti démocratique gabonais où les responsables n'ont aucun mandat légal. Et le congrès du 30 janvier 2025, il est inexistant parce que ce congrès n'a rien réglé. Il est venu sur du faux. Ceux qui ont convoqué ce congrès, il n'y a que le président du parti qui peut légalement convoquer. Le président du parti n'a pas convoqué. C'est Biogemba en qualité de vice-président qui n'existe pas dans les statuts qui a convoqué ce congrès, qui l'a présidé. Donc, toutes les décisions prises à l'occasion de ce congrès, notamment la direction actuelle, sont même pas illégales, toutes les décisions sont inexistantes. Parce qu'en plus, le sommet de l'hérésie, pour pense-t-il, contourner la difficulté des statuts en vigueur, donc du 12 mars 2022, ils ont prétendu faire référence à des statuts de 2008. C'est-à-dire, ils ont dit... Qui étaient caduques. Et depuis plusieurs éditions. Voyez. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils se sont mis dans une position tellement... C'est à croire qu'il y a eu un second coup d'État après celui du... C'est un coup d'État interne. Après le coup d'État militaire républicain que Ali Bongo Ondimba a subi, du fait des agissements de ses camarades, il a subi un coup d'État interne au niveau du Parti démocratique gabonais. Et donc, nous, aujourd'hui, on est dans une phase où
après plusieurs négociations internes qui, à ce stade, n'ont pas abouti, le 20 février, le distingué camarade président a signé une mise en demeure que nous avons fait porter par huissier à la direction actuelle le 27 février pour dire une chose simple, soit vous revenez à la table de négociation et vous reconnaissez la légalité, soit eh bien, vous devez céder la direction du parti. Ils ne sont pas exécutés. Donc depuis le 14 mars... Ils occupent actuellement la direction du parti. Le parti, enfin le siège du parti. Ils sont au siège, ils gèrent le parti, mais de fait, avec le soutien de personnes du régime. Du pouvoir en voilà, place. donc ils le gèrent. Mais nous, si la négociation n'aboutit pas et le délai de la mise en demeure étant échu, nous sommes désormais dans une phase où nous saisirons les tribunaux. Monsieur Rekula, pour dire une chose simple, je veux là encore que et les militants et les gens y comprennent. Une organisation privée n'a de valeur que par le respect de ses textes. Tout à fait. La société est faite, quand on enseigne, mes étudiants y comprendront, je leur dis toujours, c'est ce qu'on enseigne, qu'à partir de 2 personnes et plus, il faut mettre en place des règles qui organisent la façon de vivre ensemble. Un parti politique, une société, une association, c'est une organisation où il y a plusieurs personnes. Pour les mettre ensemble, il faut un cadre qu'on appelle des règles. Et ces règles, elles doivent être respectées par tout le monde. Nous tenons ça d'une disposition du Code civil français, la tradition française du Code napoléonien. C'est une disposition connue de tous les juristes. L'article 1134 du Code civil qui dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. C'est-à-dire que quand vous avez une organisation privée, vous devez respecter les textes de cette organisation à l'égal du respect de la loi. Si vous les violez, c'est comme si vous avez violé la loi. Et donc, nous, ce que nous allons dire aux juges... D'ailleurs, c'est une obligation faite par le ministère de l'Intérieur pour reconnaître les partis politiques, absolument, les associations. C'est le respect de la loi. Il faut des statuts absolument. pour savoir définir exactement le mode de fonctionnement. Et dans le cas du Parti démocratique gabonais, ces statuts ne prévoyaient aucunement de déchéance. Ces statuts ont été violés, comme je viens de vous l'expliquer. Et donc, si nous allons devant les tribunaux, nous demanderons simplement aux juges de constater que ces statuts ont été violés. En tout cas, nous lui demanderons de confirmer si les règles que des personnes se donnent entre elles doivent toujours être respectées à l'égard de la loi, ou bien on peut permettre désormais dans notre société à des individus de violer délibérément les règles qui organisent l'organisation dans laquelle ils sont et de se mettre en porte-à-faux avec les textes et de demeurer à la tête des structures. Donc, nous poserons cette question au juge, pas seulement pour le Parti démocratique gabonais, vous voyez que c'est un précédent. Si aujourd'hui on accepte que des personnes puissent violer les règles qui organisent la vie de leur structure, eh bien demain, une société, une entreprise, une association, chacun des individus pourront se lever à un moment donné, violer les textes et puis exclure ou prendre la présidence de force et ce sera valable. Donc, mais c'est un peu ce qui, on va dire là, ça va être une ironie de l'histoire. C'est un peu ce qui s'est passé déjà il y a quelques années lorsque justement votre parti au pouvoir dirigeait. Lorsque après le départ de Monsieur Pierre Mamboundou, il y a une scission au sein de l'UPG. Nous avons connu comme ça plusieurs tendances. Et le pouvoir de l'époque, justement, a bien joué de ces scissions pour mieux diviser ce parti d'opposition. Quel que soit... Donc, n'est-ce pas là une ironie de l'histoire? Alors, cet épisode, judiciairement, je ne sais pas ce qu'il en a été, mais Monsieur Rekula, de manière générale, ce que je veux dire aujourd'hui, que je veux que les gens entendent, c'est pas de la langue de bois. Si hier, les choses étaient mal faites, n'est-ce pas une raison suffisante pour les changer aujourd'hui dans le contexte où nous avons connu un coup d'État qui, justement, a promis le changement? Exactement. Donc, ça, c'est ce que... D'où la fameuse restauration qu'on nous promet. Exactement. Donc, en admettant même que ce fut le cas hier, je ne valide pas.